Bien, alors je vous propose d'étudier aujourd'hui la relativité du temps. Voici le plan de ce petit cours. Alors tout d'abord une introduction, pourquoi a-t-on pensé à la relativité, puis les postulats de la relativité, et enfin on arrive au sujet, la relativité du temps, les deux choses importantes, le temps propre ou durée propre, la durée mesurée ou le temps impropre, et enfin finalement, pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça? C'est l'importance des effets relativistes. Alors, en introduction, eh bien, j'aimerais parler de l'expérience de Michelson et Morley. C'était autour de 1850. Il y a aussi les expériences de Lorentz, Poincaré. Non, pardon, Michelson et Morley, c'est en 1880 à peu près. Bien. Alors, que font Michelson et Morley? Eh bien, ils vont essayer de mesurer la vitesse de la lumière. Et ils se disent que si la lumière se propage dans un milieu, eh bien, elle va se propager plus vite quand elle va dans le sens de la Terre et moins vite quand la Terre s'en éloigne. Et en réalité, ils vont découvrir que non, tout cela n'a pas cours. La vitesse de la lumière est la même, quel que soit le mouvement de la Terre, que l'on s'approche d'une étoile ou qu'on s'en éloigne, la vitesse de la lumière reste la même. C'est ce qu'on appelle l'invariance de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est ce qu'on note C. Et on a l'habitude de prendre comme valeur C égale 3,0010 exposant 8 mètres par seconde. En réalité, ça n'est pas exactement 3, c'est 2,99, je sais pas, quelque chose. Hein. Mais bon, 3,00, c'est déjà assez précis. Bon, dans le cadre de la relativité restreinte, eh bien, celui qui a interprété ça, c'est Albert Einstein. Il a eu le prix Nobel pour ça en 1921. Alors, on va d'abord s'intéresser au postulat. De la relativité. Alors, il y a deux postulats. Le postulat numéro 1, les lois de la physique sont les mêmes. Dans tous les référentiels galiléens. Le postulat numéro 2, la valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. Voilà pour les postulats de la relativité restreinte. De la relativité généralisée, d'ailleurs, on dit que c'est dans tous les référentiels tout court. Bien. Alors, on arrive maintenant au cœur du problème, la relativité du temps.
C'est-à-dire que le temps dépend du référentiel dans lequel il est mesuré, ce qui est totalement contraire à notre intuition, à nos habitudes. C'est pour ça que la relativité, eh bien, elle est souvent assez choquante. Bon. Alors, d'abord, pour bien comprendre ça, il faut définir ce qu'est le référentiel propre. Le référentiel propre, c'est le référentiel dans lequel a lieu l'événement. Voilà, et le référentiel dans lequel les événements ont lieu au même endroit. Prenons l'exemple d'une particule. Une particule, par exemple un muon, on y reviendra tout à l'heure, eh bien, un muon qui se désintègre, il y a d'abord, ce muon est produit par la désintégration d'autres choses, par exemple l'interaction d'électrons avec la matière. Là, le premier événement, c'est la création du muon. Bon. Et puis le deuxième événement, c'est la désintégration du muon. Entre ces deux événements, il s'écoule un temps. Quand on est dans le référentiel dans lequel se passent ces deux événements, eh bien, on est dans le référentiel propre. Quand on est extérieur au référentiel dans lequel ces événements ont lieu au même endroit, on est dans ce qu'on appelle un référentiel impropre ou référentiel de mesure. Alors pour le cas du muon, quel va être le référentiel propre? Eh bien, le référentiel dans lequel le muon est créé et dans lequel il est désintégré au même endroit alors qu'il a une vitesse qui est très très grande, proche de c, la vitesse de la lumière, eh bien, ce référentiel, c'est le muon lui-même. D'accord? Donc c'est souvent un petit peu déroutant, mais le référentiel propre, c'est le référentiel de ce qui est en mouvement. Bien souvent. Alors en mouvement, en mouvement, là où se déroule l'événement, disons, puisque le mouvement est relatif de toute façon. Bien. Alors maintenant, on va définir justement ce qu'est le temps propre, ou on dit aussi durée propre. Alors le temps propre, on le note en général delta t0, où on trouve parfois delta t, p pour propre, mais ce qui prévaut c'est delta t0. Eh bien, la durée propre, ou temps propre, est la durée séparant deux événements ayant lieu au même endroit dans un référentiel galiléen. Autrement dit, c'est la durée mesurée dans le référentiel propre. Alors, dans le cas d'électrons qui interagissent avec la matière et qui créent un muon, eh bien, le temps propre, c'est le temps qui va s'écouler entre la création du muon et sa désintégration. Voilà. Ça, c'est le temps propre. Mais alors, lorsqu'il est mesuré dans le référentiel propre, c'est-à-dire dans le référentiel du muon. Si on arrivait à se mettre sur le muon pour mesurer, on aurait le temps propre. Alors ça, c'est pas tellement facile. Donc, en général, eh bien, on n'est pas dans le référentiel du muon ou dans le référentiel propre, mais on est extérieur à ce référentiel propre.
Et donc, on ne va pas mesurer le temps propre, mais on va mesurer le temps impropre ou durée mesurée. Donc, la durée mesurée, on la note delta t en général, c'est pour ça qu'on dit aussi temps impropre ou temps mesuré, hein. Ou parfois on note aussi delta t m. Et la durée mesurée dans un référentiel galiléen R, R', pardon, en mouvement par rapport à un référentiel galiléen R dans lequel on mesure le temps propre. Pardon. Bien, alors ça, le référentiel galiléen dans lequel on mesure le temps propre, c'est ce qu'on appelle le référentiel propre. Mais justement, nous, quand on mesure une durée, on n'est pas dans le référentiel propre, donc on est dans un référentiel galiléen, R', qui est en mouvement par rapport au référentiel propre. Sauf que le plus souvent, nous on voit les choses différemment, on considère que nous, notre référentiel galiléen R', c'est le référentiel, donc on le considère comme immobile, et c'est le référentiel propre qui est en mouvement. L'exemple du muon qui se désintègre, on ne va pas dire le référentiel propre c'est celui du muon, donc le laboratoire est en mouvement par rapport au muon. Non, c'est pas ce qu'on dit d'habitude, alors que c'est la vérité, bien sûr, une vérité physique en tout cas, hein, pour un physicien. Ce qu'on dit nous, c'est que le laboratoire est considéré comme le référentiel, et dans ce référentiel, le muon est en mouvement. Donc la vitesse de déplacement est appelée V. De R, le référentiel propre par rapport à R', est appelé V. Bien. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire de la durée mesurée? Eh bien, la durée mesurée, delta t, dans ce référentiel, que j'appelle référentiel impropre, c'est la durée, ou le temps propre, hein, multiplié par un coefficient gamma. Voilà. Ce coefficient, il va mesurer l'augmentation du temps. En fait, on appelle ça dilatation, mais c'est pas... Bon, la dilatation, c'est normalement quelque chose qui s'applique aux distances, aux surfaces ou au volume. Là, on l'utilise pour le temps, hein. Voilà, c'est le coefficient de dilatation relativiste. Eh bien, donc, gamma. Gamma, c'est alpha, bêta, gamma, c'est la troisième lettre de l'alphabet grec. Alors, comment est-ce qu'on définit ce gamma? Ça, on ne le démontre pas, ici on le donne simplement. Eh bien, gamma, ça va être 1 sur racine de 1 moins V
sur c au carré. On écrit des fois 1 moins v carré sur c carré, ça revient strictement au même, bien sûr. Voilà, alors les unités ici, eh bien ça, ce sont des secondes. Ça aussi, ce sont des secondes, puisqu'il s'agit d'un temps. Ça, c'est 100 unités. Pourquoi c'est 100 unités? Eh bien parce qu'on a ici, là, des vitesses, et là, des vitesses. Donc si je divise des vitesses par des vitesses, j'obtiens un nombre sans unités au carré. 1, c'est un nombre sans unité. 1, c'est un nombre sans unité. Gamma est donc un nombre sans unité. Voilà, pas d'unité. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce gamma? Eh bien, ça, c'est assez important. Si je veux montrer comment se comporte ce coefficient de dilatation relativiste, je vais dire que ici, j'ai la vitesse. Ici, j'ai 0, et là, c'est gamma. Voilà. On sait qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, la vitesse maximale atteinte. Alors, ici, on a la valeur 1 pour gamma. Que va-t-il se passer? Il va se passer qu'au début, on va rester très proche de 1, et puis progressivement, gamma va augmenter, et puis on a alors une asymptote verticale, ici, je ne sais pas si elle est très verticale sur mon dessin, voilà, une asymptote verticale, à peu près verticale, enfin en tout cas, bien sûr, on n'arrive jamais à C, et puis gamma, lui, tend vers l'infini. Donc ça veut dire que tant que V est petit, gamma est proche de 1. Et donc delta t égale delta t0. C'est ce qui explique que nous ne voyons pas ce phénomène de temps propre et temps impropre. Quand vous mesurez, quand vous réglez votre montre et que vous faites Marseille-Paris, eh bien votre montre est toujours réglée quand vous arrivez, parce que le temps s'est écoulé à peu près de la même manière dans le train et pour celui qui est resté au sol. Donc ça, c'est non relativiste. Parce que la vitesse est trop faible, on estime que tant que V est inférieur à 0,1 c, mais en fait, même un peu au-delà, eh bien, on est dans une partie non relativiste, et là, ici, dans cette partie, ici, dans cette zone, même un peu ici, là, on a les effets relativistes. J'ai du mal à écrire. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que gamma vaut 1 lorsque V est petit devant C, et que gamma tend vers l'infini lorsque V s'approche de C. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas d'effet relativiste lorsque V est inférieur à 0,1 C. Gamma, dans ce cas-là, vaut 1,005. Et au-delà, ça commence un petit peu. Et puis, dès qu'on s'approche de C, bien alors là, vraiment, gamma prend des valeurs très grandes. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 100, ça peut être 1 million. Donc, gamma tend vers l'infini. Et on dit qu'il y a dilatation des durées. Bon, alors je vous propose une petite application. Eh bien, par exemple, donc on prend l'exemple du muon. Donc, il est créé par désintégration des protons. Bon, il y a des rayonnements cosmiques dans l'univers. Il y a notamment des protons qui interagissent avec les noyaux des atomes, des éléments chimiques qu'ils rencontrent dans la haute atmosphère. Et donc, après plusieurs désintégrations, des muons peuvent se former. Les muons n'interagissent pas beaucoup avec la matière, mais ils ont donc une durée de vie du muon qui est typiquement de l'ordre de 2,2 microsecondes. Bon, et leur vitesse est très élevée. La vitesse des muons, c'est donc
0,998C, avec C qui vaut, comme on l'a vu, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Voilà. Alors, on considère que pour traverser la couche d'atmosphère de la Terre, ça c'est la Terre, voilà, là on a une couche d'atmosphère, les muons viennent ici, et bien pour traverser cette distance qui est quand même assez élevée, il faudrait à cette vitesse un temps qui est 33 microsecondes. Or, on sait que le muon se désintègre au bout de 2,2 microsecondes en moyenne, disons. Donc, globalement, on ne devrait pas récupérer de muons. Pourtant, on arrive à en détecter. Alors, comment expliquer ça? D'accord? Bon. Eh bien, on va donc expliquer pourquoi. Eh bien, on va considérer tout simplement que la désintégration des muons, ça a été mesuré lorsqu'ils sont sans mouvement, c'est-à-dire lorsque V égale 0. Dans ce cas-là, lorsque V égale 0, le temps mesuré, eh bien, il est égal au temps propre. Autrement dit, vous voyez que je n'ai pas mis, là je mets V égale, là je mets C égale, là je n'ai pas mis ce que c'est. Il faut déjà bien comprendre de quoi on parle. Alors, où est le temps propre, où est le temps mesuré? Bien, ça, c'est assez simple, puisque delta T égale gamma fois delta T0, et gamma est toujours supérieur à 1. Toujours. Et bien donc, on voit que delta T, le temps mesuré, il est toujours supérieur à delta T0, le temps propre. Dans ce cas-là, puisqu'on a 33 et 2,2, eh bien il est très facile d'attribuer les valeurs ici. On voit tout de suite que delta T, c'est le temps mesuré, il vaut 33 microsecondes, et le temps propre, il vaut 2,2 microsecondes. D'accord? Bon. Alors ça, c'est ce qu'on veut montrer. On veut retrouver, disons. Alors, on va le montrer. Alors, on va faire delta T égale gamma delta T0. Ça fait donc 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Or, V sur C, ça fait 0,998, puisqu'on a dit que V égale 0,998. Alors bien sûr, on pourrait prendre les valeurs, multiplier, mais ça ne nous intéresse pas, ça. Il vaut mieux calculer V sur C. Et on va faire donc ce calcul-ci. Voilà, on n'a pas besoin d'une calculatrice extraordinaire pour faire un tel calcul. Je crois que petite calculatrice collège suffit. Alors on fait 1 divisé par seconde racine, ouvrez la parenthèse, 1 moins 0,998 au carré, fermez la parenthèse. Là on va trouver gamma. J'ai oublié quelque chose dans mon... Bon, je vais calculer gamma. Voilà, ça fait ceci. J'ai oublié qu'il fallait bien sûr multiplier par T0 si je voulais calculer delta T. Donc ça fait 15,819. Bon, évidemment, normalement on ne prend pas tous ces chiffres significatifs. Donc ça fait qu'il faut multiplier ça par delta T0 qui vaut 2,2 microsecondes. On va juste faire fois ans et on obtient 34,8 microsecondes, ce qui est cohérent avec 33 microsecondes. Bon, on ne trouve pas exactement 33 microsecondes, mais on trouve une valeur qui est tout à fait cohérente. Voilà, donc là, on a une application pour expliquer pourquoi les muons qui se désintègrent en 2,2 microsecondes peuvent être détectés après un voyage de 33 microsecondes. Parce que dans leur référentiel propre,
En réalité, ils ne voyagent que 2,2 microsecondes, mais à la vitesse où ils sont, eh bien, le temps que nous mesurons, nous, c'est 33 microsecondes. Bon, d'autres applications de ceci, eh bien, notamment, la grosse application, c'est le GPS, puisque les satellites qui sont chargés d'envoyer les signaux GPS ont des mouvements, se déplacent par rapport à la Terre, ils ont une vitesse qui est faible par rapport à C, mais qui n'est pas quand même négligeable, hein. On est de l'ordre de quelques milliers de mètres par seconde, hein, quelques kilomètres par seconde peut-être. Donc on peut en tenir compte. Et pour ça, on utilise une horloge atomique. Et cette horloge atomique qui est ultra précise, eh bien, elle va permettre de mesurer des distances ultra précises aussi sur Terre. Ce GPS est utilisé pour mesurer des distances sur Terre, pour les positions. Bon, et donc on a besoin de tout ça. C'est lié aussi à la mesure du temps, finalement. Bien. Eh bien, ce chapitre est clos avec ceci, hein, avec cette importance des effets relativistes. Voilà, bonne chance. Je vous laisse le plan pour terminer.